Il est 13h. Bonjour à tous. Merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce dimanche. Le Premier ministre Patrick Achi s'est rendu hier dans la matinée dans les communes de Cocody, d'Abobo, de Yopougon et de Koumassi afin de s'imprégner de la mise en œuvre des opérations de vaccination contre la Covid-19. Patrick Achi s'est félicité des importants moyens techniques et humains débloqués par le chef de l'État pour faire face à la Covid-19. Lutte contre la maladie à virus Ebola, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle et le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité sensibilisent le corps préfectoral et les élus de la ville de Ouaninou. Ils ont invité les populations au respect des mesures arrêtées par le gouvernement dans le cadre du plan de riposte contre cette maladie. Dans l'actualité internationale en Afghanistan, Reporters sans frontières a demandé hier samedi au président américain Joe Biden un plan spécial pour l'évacuation des journalistes afghans. Leur vie serait en danger depuis la prise du pouvoir par les talibans. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonjour à tous. Le samedi 14 août dernier, le premier cas de la maladie à virus Ebola est signalé en Côte d'Ivoire. Le cas détecté est une jeune femme en provenance de Guinée. Dès confirmation de ce cas, la patiente est isolée et prise en charge au centre de traitement des maladies hautement épidémiques du CHU de Treichville. Ipso facto, réunion interministérielle d'urgence, prise de mesures préventives, la riposte pour faire face à une éventuelle propagation de la maladie s'organise. En quoi consistent les grandes lignes de cette riposte? Quels sont les défis à relever pour mener à bien l'offensive contre la maladie? Pour avoir réponse à ces questions, nous recevons ce 13h notre invité de ce dimanche, le professeur Joseph Beignet-Bivreau, directeur général de l'INHP, de l'Institut national d'hygiène publique. Bonjour professeur et merci d'être avec nous sur ce plateau. Bonjour monsieur Herman Guivet. Alors professeur, à côté des questions susmentionnées, d'autres questions périphériques au sujet seront bien sûr abordées et ce sera avec vous dans une demi-heure. Pour l'instant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut continuer de redoubler de vigilance. La Covid-19 est encore présente en Côte d'Ivoire. Les grands axes de cette lutte sont sensibilisation et surtout vaccination. La vaccination contre la Covid-19, justement, comment évolue-t-elle? Qu'en est-il de l'engouement auprès des populations pour se faire sa propre idée de ces différentes réalités? Le chef du gouvernement, Patrick Achi, a engagé une tournée dans différents centres de vaccination contre cette maladie. Le Premier ministre s'est rendu hier dans la matinée dans les communes de Cocody, Abobo, Yopougon et Koumassi afin de s'imprégner de la mise en œuvre des opérations de vaccination contre la Covid-19. Patrick Achi s'est félicité des importants moyens techniques et humains débloqués par le chef de l'État, Alassane Ouattara, pour faire face à la Covid-19. Le reportage d'Alexis Ouedraogo. 2 heures à sillonner le tout Abidjan ce samedi pour voir de plus près les opérations de vaccination contre la Covid-19. Au district sanitaire de Cocody, première escale de sa tournée, le Premier ministre s'assure de la qualité du service. Préoccupation majeure ici pour les candidats à la 2e dose du vaccin, la disponibilité de Pfizer ou AstraZeneca. Justement, vendredi soir, le pays a reçu près d'1,6 million de doses de vaccin Pfizer pour justement assurer la protection de sa population. Cap sur Abobo, l'opération bat son plein. Le Premier ministre donne son conseil pour une meilleure gestion des files d'attente et s'assure que le message passe bien auprès des populations. C'est ta première dose ou la deuxième dose? La première dose. Ah, mais pourquoi tu as attendu longtemps comme ça? Direction Yopougon, toujours le même engouement. Le chef du gouvernement échange ici avec les agents de vaccination. Ça se passe bien. Oui, ça se passe les gens bien. comprennent, ils sont de plus en plus volontaires. Mais... Non, les gens viennent à la pas. D'accord. Le pays compte à ce jour 1 300 000 personnes vaccinées, de bons points salués par l'OMS. Je ne peux que exprimer ma satisfaction et celle des partenaires. Parce que voir le Premier ministre, chef du gouvernement sur le terrain, c'est encourageant. Et nous, partenaires, on va se mobiliser pour encore améliorer la qualité des prestations et appuyer le pays pour couvrir le maximum des Ivoiriens. À Koumassi, dernière étape de la tournée, les populations, elles saluent cette riposte vaccinale bien tenue par le gouvernement. La maladie fait plein de ravages, donc il faut qu'on se vaccine. Si une autorité se déplace, c'est parce que c'est important. Et je pense que de bouche à oreille, ça va encourager des gens à venir.
Pour le Premier ministre, la vaccination contre la Covid-19 est aujourd'hui indispensable. On a eu donc l'occasion de constater d'une part qu'il y avait énormément d'engouement. Vous avez vu l'affluence, que les vaccins étaient disponibles. Il y avait certainement quelques réglages à faire pour la capacité d'absorption, mais également saisir l'occasion pour lancer une fois de plus, après que son Excellence, Monsieur le Président de la République, lors des différents conseils nationaux de sécurité, ait lancé un appel aux populations à la vaccination, non seulement pour se protéger eux-mêmes, mais surtout pour protéger également leur environnement immédiat. Patrick Hachi invite le personnel médical à la vigilance, surtout lors des diagnostics médicaux. Dans 90% des cas, on se rend compte que les mortalités sont d'abord dues à des retards de tests. Les gens commencent d'abord à diagnostiquer le palu, essaient de voir si ce n'est pas d'autres pathologies, avant finalement, en fin de compte, faire un test PCR pour se rendre compte que c'est bien le corona dont ils sont atteints. Et à ce moment-là, le virus a eu le temps de faire de tels ravages que les sauver devient difficile. Aujourd'hui, il faut faire un test pour écarter, je dirais, le coronavirus. Et pour des dépistages plus rapides, à côté des tests PCR, le gouvernement vient de commander des tests antigéniques pour des diagnostics plus rapides pour les centres de santé. L'appel est donc lancé, les agents de vaccination, eux, bien prêts à vider leurs seringues. Et on vient de le voir, le chef du gouvernement sur le terrain. Et pour renforcer le champ de lutte contre la Covid-19, la Côte d'Ivoire a accueilli sur son sol de nouvelles doses de vaccins de type Pfizer. 1 500 000 doses de vaccins Pfizer précisément. C'était le vendredi 20 août dernier à l'aéroport international d'Abidjan. Il s'agit cette fois d'un don du gouvernement américain et de l'initiative COVAX. Salima Toudia. C'est un exemple de plus de solidarité avec l'Afrique. La Côte d'Ivoire vient de réceptionner plus d'1 500 000 doses de vaccins Pfizer, un don de l'initiative COVAX et du gouvernement des États-Unis d'Amérique. Le point que nous faisons de façon régulière montre beaucoup de contamination. Parmi les décès, ce que nous déplorons, c'est que la plupart des décédés sont des gens qui n'ont pas pu avoir cette chance-là de se faire vacciner. Et 99% des personnes actuellement qui sont testées positives n'ont pas bénéficié de vaccination. Donc c'est une opportunité qu'on offre aux Ivoiriens de se faire vacciner. L'intérieur du pays pourra bénéficier cette fois des doses de vaccins Pfizer. La première tranche des vaccins AstraZeneca a été donc essentiellement utilisée à Abidjan, mais je pense que nous sommes en train de nous organiser pour que Pfizer puisse servir davantage. Mais sachez que 95% des cas sont à Abidjan et nous allons intensifier la vaccination à Abidjan et à l'intérieur du pays, en commençant par Abidjan. Un don qui témoigne de la bonne marche de la coopération entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. Cela dénote des excellentes relations que nous avons avec les États-Unis et également avec l'Union africaine et tous nos partenaires qui ont précédé les États-Unis en nous livrant des vaccins. Les États-Unis sont très heureux de pouvoir offrir à la Côte d'Ivoire plus de 1,5 million de doses du vaccin Pfizer contre le Covid. Et tout cela, ça démontre l'engagement ferme du président Biden de vraiment exercer un grand leadership à la hauteur du rôle des États-Unis dans le monde face à cette pandémie qui nous touche tous. Et pour s'en sortir de la pandémie, il faut s'en sortir partout autour de la planète. Le partenariat scellé autour de l'initiative COVAX est donc en bonne voie au profit des pays. Je voulais rassurer les Ivoiriens que tous les vaccins qui arrivent, quel que soit le type, sont des vaccins homologués par l'Organisation mondiale de la santé. Ils sont des vaccins de qualité, des vaccins sûrs. Donc ce qu'on demande, c'est se faire vacciner pour être protégé et pour qu'on ait moins de décès et moins de formes graves dans ce pays. On était en risque de rupture de stock des vaccins et on ne voulait surtout pas rabaisser, diminuer, empêcher tout l'engouement qu'il y a eu en Côte d'Ivoire pour la vaccination. Malgré toutes les rumeurs, malgré les fake news, les gens en Côte d'Ivoire ont adhéré en masse à la vaccination et on craignait beaucoup que la rupture de stock ne vienne diminuer l'efficacité de ces efforts. Donc c'est une excellente nouvelle pour nous. On va pouvoir intensifier encore les activités de vaccination avec ce vaccin, avec d'autres qui vont arriver dans les jours prochains. Notre objectif, c'est vraiment d'appuyer le gouvernement dans son ambition que d'ici la fin de l'année,
il y ait au moins 7 millions d'Ivoiriens vaccinés contre la Covid-19. À ce jour, plus d'1 200 000 Ivoiriens ont été vaccinés. Les vaccins sont présents, mais il faut redoubler de vigilance. Chaque jour, de nouveaux cas de contamination sont enregistrés. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de la couverture maladie universelle a enregistré hier samedi 21 août 2021 209 nouveaux cas de Covid-19 sur 4495 échantillons prélevés, soit 4,6% de cas positifs, 208 guéris et 9 décès. À la date du 21 août 2021, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 53 456 cas confirmés, dont 52 206 personnes guéries, 389 décès et 861 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 860 233. Le 20 août, 4 930 doses de vaccins contre la Covid-19 ont été administrées, soit un total d'1 268 988 doses administrées. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres de vaccination. La vaccination contre la Covid-19, qui, rappelons-le, est gratuite et volontaire. D'autres combats sont engagés sur d'autres terrains, entre autres combats, le désenclavement de certaines régions, comme la région du Folon. Lancé depuis plus d'1 an, les travaux de bitumage des axes Odiéné-Minignan, frontière de la Guinée, Odiéné-Samatigila, Tienko, frontière du Mali, avancent. 2 projets de plus de 200 milliards de francs CFA, cofinancés par l'État de Côte d'Ivoire et la Banque mondiale, qui visent à désenclaver la région du Folon. Seulement à 25% de taux de réalisation, la circulation des personnes et des biens s'améliore, ce que nous confirme Soro Corona. Le tronçon Odiéné-Kabangoué-Tienkou, frontière du Mali, long de 92 km. Un calvaire pour les usagers de cette route. Bientôt, un lointain souvenir. Quand il pleut comme ça, on ne peut pas circuler. Voilà, les voies sont complètement bouchées. Quand on quitte là-bas vers les 9h, souvent on rentre là-bas vers les 20h ou vers 21h. C'est un problème de la voie, quoi. La voie est trop gâtée. Lorsque vous devez prendre cette route entre Odiéné et frontière du Mali, vous pouvez faire 2 jours sur la route et vous perdez en économie. La grue en pleine activité sur l'as Odiéné-Samatigila-Tienkou, frontière du Mali, long de 120 km. Cette machine s'active pour couler le béton des dallots. Ainsi, les travaux de bitumage des as Odiéné-Samatigila-Tienkou, frontière du Mali, Odiéné-Minignan, frontière de la Guinée, sont lancés. Ces travaux se déroulent bien et visent à désenclaver la région du Folon. Les travaux de bitumage de la A7 d'Odiéné jusqu'à la frontière du Mali est une réalité. Aussi d'Odiéné, kilomètre 44, jusqu'à la frontière Guinée-Mali est aussi une réalité. Ces difficultés réduisent le sort de la région du Folon. Les balancements électriques, là, ça gâte les voitures. Il y a beaucoup de cadres qui n'osaient pas affronter la route parce que c'était dangereux. Et puis avec l'état de la route, il y avait des coupeurs de la route. Avec un taux de réalisation de 25%, selon les techniciens du BINET, la circulation s'améliore. Les populations pouvaient rester bloquées pendant des jours, ne pouvant pas passer. Aujourd'hui, sur le terrain, nous constatons que des ponts sont en train d'être faits pour régler tous ces problèmes. Aujourd'hui, on met 2 heures sur la route. Donc c'est vraiment un gain de temps. Et puis, en même temps, de l'économie pour notre poche, parce que les voitures ne sont plus trop mises à l'épreuve. Les usagers et les populations saluent ces 2 projets gouvernementaux qui interviennent comme un soulagement et un outil de développement. Avec le président Alassane Ouattara, nous notons une avancée considérable du développement dans la région. Avec le bitumage de l'as Bundiali-Odiéné et des 2 autres axes en cours de réalisation, c'est le district du Denguélé qui rattrape le développement de plusieurs années de retard. Le bitumage de ces 2 axes est financé par l'État de Côte d'Ivoire et la Banque mondiale. Ces travaux coûtent plus de 200 milliards de francs CFA. Direction le centre de la Côte d'Ivoire, la ministre de la Culture, de l'Industrie, des Arts et du Spectacle, Arlette Badou Nguissan, a pris la route qui mène d'Abidjan à Yamoussoukro en vue de s'enquérir de l'état d'avancement des chantiers du futur lycée d'enseignement artistique, le LEA, de Yamoussoukro, qui s'étend sur 8 hectares. Coût des travaux estimé à plus de 2 milliards de francs CFA. La construction de cette école vise à accroître la capacité d'accueil et à prioriser l'accessibilité des écoles artistiques et culturelles dans toutes les régions du pays. Jean-Marc Djedji. L'État de Côte d'Ivoire contribue depuis 30 ans à la formation des artistes et opérateurs du secteur des arts et de la culture.
Depuis 1991, les 7 écoles supérieures regroupées au sein de l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle, INSAC, centralisent leurs activités à Abidjan, une des réalités à laquelle sont confrontés les formateurs. À l'INSAC, au départ, c'était 500 apprenants. Et aujourd'hui, nous sommes à 6000 étudiants à l'INSAC. La Côte d'Ivoire regorge de talents. Et nous sommes à la DEFAC, nous voyons que, à cause de la faiblesse de la capacité d'accueil, beaucoup d'enfants pétris de talent restent sur le carreau. Un besoin que le gouvernement veut satisfaire par la construction d'édifices de formation à l'intérieur du pays. Un lycée d'enseignement artistique est justement en cours de réalisation sur un terrain de 8 hectares au quartier Morofé de Yamoussoukro. La ministre de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle, Arlette Badoun-Guessan, constate l'état d'avancement des travaux. Déjà à 25% de taux d'exécution, la ministre se veut confiante pour l'avenir. Nous sommes passés du ministère de la Culture et de la Francophonie à ministère de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle. Nous ne pouvons pas parler d'industrie des arts et du spectacle sans parler de professionnalisation. C'est vrai que nous avons l'INSAC au niveau d'Abidjan, mais l'INSAC ne peut plus contenir le flot d'élèves, d'étudiants qui ont à cœur de se former pour devenir des professionnels. Nous commençons déjà par le LEA de Yamoussoukro, le lycée d'enseignement artistique, mais nous allons continuer. Le projet de construction du lycée d'enseignement artistique de Yamoussoukro est estimé à plus de 2 milliards de francs CFA. Le nouvel établissement aura une capacité d'accueil de 800 élèves et de 11 bâtiments pour les activités artistiques et administratives. On reste dans les sillons de la culture pour parler de cette actualité en rapport avec l'association ivoirienne de danse, en abrégé Accordance, qui a fait sa rentrée culturelle. Une opportunité pour le bureau exécutif de cette association de faire le bilan de ses activités pour ce qui concerne l'année écoulée, puis faire part de ses projets. Noël Daniogo, Sidonie Davila. Les danseurs ivoiriens souhaitent être reconnus et pris en compte dans les projets artistiques et culturels en Côte d'Ivoire. Ces danseurs ivoiriens se sont retrouvés à la 2e commémoration du décès du roi du coupé-décalé Didier Arafat pour présenter les projets de la saison 2021-2022 et faire le bilan des activités de l'année écoulée. La Covid nous a fait prendre conscience du fait que vraiment on devait se mettre ensemble pour créer des projets pour que vraiment chaque danseur soit indépendant de façon sociale. Si on parle de métier, évidemment, il y a la question de la formation qui entre en ligne de compte. Donc, cette fédération vient en fait pour pouvoir structurer le secteur de la danse. C'est le moment pour que chaque compagnie sache réellement tous les programmes que nous allons mener durant la saison, afin que chacun puisse vraiment se préparer pour candidater. L'association des danseurs ivoiriens est dénommée Accord Danse. Accord pour exprimer l'esprit de solidarité et danse qui renvoie au secteur de la danse. Cette association souhaiterait que la danse soit reconnue comme un métier. Elle entend aussi valoriser et promouvoir la danse et le talent des artistes au plan national et international. La première des choses, c'est la passion et l'amour de la chose. Parce que quand tu n'as pas l'amour de ce que tu fais, c'est pas évident. Donc c'est l'amour que tu transmets à ton public. Le public vit avec ce que tu ressens. Je félicite aussi tous les membres de cette fédération qui luttent même jusqu'à présent pour le droit des artistes. Parce que remarquez qu'en Côte d'Ivoire, les droits des artistes ne sont pas respectés, surtout des danseurs. On minimise pas mal des danseurs. 54 compagnies de danse professionnelles se retrouvent dans cette association pour organiser les soirées chorégraphiques d'Abidjan et la Semaine nationale de la danse dans les mois à venir. Et loin de l'expression des tambours, les membres des clubs et associations pour l'UNESCO sont formés dans l'objectif de pouvoir contribuer à l'éducation, au développement durable ainsi qu'à la culture de la paix en Côte d'Ivoire. Formation délivrée par la Fédération ivoirienne des associations et clubs pour l'UNESCO. C'était à l'hôtel du district dans la commune du Plateau. Jenny Babini, Jean-Marc Djoji. Renforcement de capacité pour les membres de la Fédération ivoirienne des associations et clubs pour l'UNESCO. Une activité initiée dans le but d'aider ces volontaires à élaborer un plan d'action en vue de réaliser leurs projets dans les domaines de compétences de l'UNESCO. Cette formation va renforcer les capacités en développement durable, en culture de la paix de nos membres.
Ce genre de séminaire nous permet d'avoir ce que nous appelons les aptitudes nécessaires, la compétence nécessaire à réagir promptement et réellement face à des difficultés liées aux idéaux de l'UNESCO. Outiller ses partenaires pour éradiquer la pauvreté et contribuer au développement durable est l'une des missions que s'est assignée l'UNESCO. Il est important que tout le monde soit pleinement informé de ce que sont l'agenda 2030, les 17 objectifs du développement durable, de savoir que nous sommes engagés, là nous parlons plutôt d'éducation, qu'il existe des programmes d'éducation au développement durable, que l'objectif du développement durable sur l'éducation, c'est l'objectif 4, et que nous formulons le souhait d'une éducation inclusive, de qualité. Cette série de rencontres de la FIACU va s'étendre sur 3 mois. La fédération revendique environ 121 membres. En religion, ce jubilé d'émeraude pour Monseigneur Marie-Daniel Dadier, archevêque métropolitain de la ville de Korogo. 40 années de sacerdoce au service de l'Église. Il a été célébré par ses enfants spirituels, amis et co-religionnaires. C'était à la paroisse Saint-Pierre et Saint-Paul de Divaux, en présence de nombreux fidèles chrétiens et du ministre de l'Environnement Jean-Luc Assy, qui représentait le chef du gouvernement, Patrick Hachi. Franck Quadio. 40 années, voire plus, de ministère sacerdotal. Un jubilé d'émeraude pour Monseigneur Marie-Daniel Dadier, archevêque émérite de Korogo. La paroisse Saint-Pierre et Saint-Paul de Divaux, terre de naissance, consacre l'événement. Des chants d'allégresse à raison, Monseigneur Marie-Daniel Dadier est un soldat accompli de l'évangile christique. Comme prêtre d'Adjamé à Tekoubé en 70, de 70 à 98, puis comme évêque à Korogo de 98 à 2001, et enfin archevêque métropolitain jusqu'en 2017. La paix aura été son seul maître mot, le sens d'ailleurs qu'il donne à cette célébration. 40 ans de vie sacerdotale, il était bon de se retrouver avec les parents, de se retrouver avec les parents adoptifs, de se retrouver avec les amis pour dire merci à Dieu pour le don qu'il m'a donné. Le don qu'il m'a donné, c'est qu'il a fait de moi son prêtre. Homme de paix qui allie l'acte à la parole, l'homélie ce jour et le chapelet de témoignages à lui consacrer le démontrent bien. Ils sont venus de tous horizons se réjouir auprès de l'homme de Dieu. On retient de lui quelqu'un qui unit les gens et donc qui parle toujours de paix. C'est un rassembleur, il sait communiquer sa chaleur aux gens, mais il aime aussi dire la vérité quand il le faut. Au nombre de nombreuses personnalités, le Premier ministre Patrick Hachi, représenté par le ministre de l'Environnement Jean-Luc Assy, qui a traduit la reconnaissance de l'État pour l'œuvre inlassable de Monseigneur Dadier en faveur de la paix partout où il est passé. J'ai été très heureux donc, de le connaître véritablement, de le toucher, parce que j'estime qu'un homme de Dieu, c'est celui donc, qui apporte donc, la joie dans les cœurs des gens, celui qui donne la grâce aux gens, aux personnes désespérées. Monseigneur Marie-Daniel Dadier, toujours sur la brèche. Rappelons que de 2017 à 2021, il a séjourné en Europe pour raison médicale après rénonciation à sa charge épiscopale. Mais depuis juillet 2021, il est de retour et en pleine santé dans son diocèse d'origine, celui d'Abidjan, là où tout a commencé. Toujours en religion, le ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique, Adama Diawara, a rencontré le collectif des serviteurs de Dieu à la place Figayo dans la commune de Yopougon. Rencontre souhaitée par les hommes de Dieu, occasion pour eux de lui exprimer leur reconnaissance pour ses actions sociales en faveur des couches vulnérables et d'exprimer également leur solidarité au président de la République, Alassane Ouattara. Adama Diawara les a invités à être des apôtres de paix et de cohésion sociale. Le reportage de Salim Atoudia. Place Figayo Yopougon, au rythme des grands événements festifs. Dans s'ensuit des sonorités variées, les populations savourent la joie d'une rencontre de reconnaissance. À l'initiative du collectif des pasteurs, les fidèles chrétiens et les membres de l'ONG Cris de cœur, de la femme et de l'enfant sont venus des 4 coins de Yopougon pour communier avec le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Une rencontre de reconnaissance au ministre pour ses actions et son engagement à leur côté. Le ministre Adama Diawara, c'est un ministre qui a un cœur qui parle en faveur des démunis.
en faveur de ceux qui sont dans le désespoir. Et depuis un certain nombre d'années, il ne cesse d'accompagner l'ONG, le cri de cœur de la femme et de l'enfant. Et nous croyons que quelqu'un qui sait écouter les cris de douleur, de détresse, un tel homme mérite qu'on l'accompagne et qu'on soit avec lui. Face à cette mobilisation, le ministre Adama Diawara a rappelé les réalisations du président de la République pour le développement du pays. Pour un climat de paix, il a invité les guides religieux à toujours privilégier la solidarité et l'union. Ce pays aujourd'hui a besoin de paix, d'union, de fraternité, de réconciliation, de cohésion sociale. Donc lorsque une prière est organisée pour ces différentes valeurs, cette prière est à saluer. Et également, la prière a été faite à l'endroit des dirigeants de ce pays. Vous savez, les dirigeants d'une nation telle que la nôtre ont besoin d'être inspirés au quotidien par le Tout-Puissant pour pouvoir mener à bon port leur nation. Adama Diawara a réitéré son engagement à soutenir davantage les populations et à œuvrer pour le développement de la commune de Yopougon. Un don de 6 millions de francs CFA a été fait au corps de Christ et aux ONG. Direction la France, en pèlerinage dans la ville de Lourdes, les pèlerins ivoiriens ont initié une messe d'action de grâce, unissant leurs voix pour rendre grâce au Seigneur par l'intercession de la Vierge Marie. Une messe pour prôner les valeurs de paix, d'amour, d'union et d'entente. Le reportage de Grace Cando, envoyé spécial à Lourdes. Deux groupes de pèlerins ivoiriens dénommés Jean-Paul Nobou et Foi Cristal s'unissent à Lourdes en France pour initier une messe d'action de grâce. Signe d'engagement, de communion et de fraternité. En célébrant cette Eucharistie avec tous les groupes venant de la Côte d'Ivoire, nous venons exprimer cette prière, ce vœu que le Seigneur voudrait que tous ces enfants soient rassemblés, unis pour un même but. Une initiative appréciée des pèlerins. J'ai vu que nous sommes vraiment unis et que nous militons tous pour cette paix, pour cet amour et que nous mettons tous Dieu au devant de tout. Que nous soyons chrétiens comme nous qui sommes venus, que nous soyons musulmans et que nous soyons de d'autres religions, j'ai senti vivement aujourd'hui que la Côte d'Ivoire fait un. C'est un bel exemple de fraternité, un bel exemple de retrouvailles, de communion fraternelle, du vivre ensemble que nous souhaitons et pour lequel nous sommes venus prier avec l'ensemble des Ivoiriens et l'ensemble des pèlerins du monde entier d'ailleurs qui viennent à Lourdes ici confier leurs intentions à la Vierge Marie pour son Fils Jésus-Christ. Pour le 148e pèlerinage de Lourdes en France, tenu du 11 au 16 août, la Côte d'Ivoire était représentée par plus de 200 pèlerins. Dans l'actualité internationale, le Tchad a annoncé hier samedi 21 août avoir retiré la moitié de ses effectifs déployés en février au sein de la force anti-djihadiste du G5 Sahel dans la zone dite des trois frontières, zone frontalière du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Ces soldats seront déployés dans le nord du Tchad qui fait face à plusieurs défis sécuritaires. Plusieurs colonnes de rebelles chercheraient depuis plusieurs mois à regagner la capitale. Et puis en Afghanistan, Reporters sans frontières a demandé hier samedi un plan spécial pour l'évacuation des journalistes afghans. Une demande adressée au président américain Joe Biden. Pour permettre justement à ce dispositif, Reporters sans frontières réclame en outre un report de la fin de l'opération militaire américaine en Afghanistan au-delà de la date actuellement prévue. Retour en Côte d'Ivoire, santé, lutte contre la maladie à virus Ebola. Nous le disions dans les titres, 2 membres du gouvernement sensibilisent le corps préfectoral et les élus locaux de la ville de Ouaninou. Il s'agit des ministres de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle et du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Ils ont invité les populations au respect des mesures arrêtées par le gouvernement dans le cadre du plan de riposte contre cette maladie. Ils ont eu une séance de travail avec les forces de sécurité et les responsables des transporteurs. Abou Sanogo. Préfecture du département de Ouaninou. Rencontre entre le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Dimba, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomondé, et le corps préfectoral, les élus et cadres, les forces de défense et de sécurité, les transporteurs et les opérateurs économiques. Une rencontre pour faire le point de la situation sécuritaire à Ouaninou et surtout pour appeler chaque acteur à la responsabilité.
La mission conjointe de sensibilisation des populations contre la maladie à virus Ebola a invité les différents responsables à unir leurs forces pour que le cas découvert à Ouaninou soit le dernier. Pierre Dimba et Vagondo Diomandé ont insisté sur le respect des mesures édictées par le gouvernement. Nous avons donc donné des conseils sur l'attitude qu'il faut avoir face à cette maladie. Au-delà de la menace d'Ebola, c'est le virus de Marburg, c'est le coronavirus, et c'est pour toutes ces raisons qu'il a plu au chef de l'État et au gouvernement de protéger les populations en fermant la frontière. Donc il faut qu'ils observent scrupuleusement ces mesures, les veilles sanitaires, mais surtout le contrôle des frontières vont s'accentuer avec donc les forces de l'ordre. L'objectif étant donc de vraiment traverser cette période difficile pour que les Ivoiriens soient en bonne santé. Nous sommes face à une situation qu'il faut gérer avec l'urgence qui s'impose. En tant que cadre, il nous revient donc de sensibiliser nos familles, nos parents, qui sont en première ligne parce que habitent une zone frontalière, pour les amener à contribuer efficacement par leur comportement à la réussite justement de la prise en charge médicale de toutes les populations, à commencer par elles-mêmes. Les élus et cadres s'engagent à jouer leur partition dans la sensibilisation des populations. Nous allons renforcer la sécurité aux frontières, surtout par la sensibilisation, pour que toute personne qui rentre soit déclarée et tous ceux qui seront malades, qui vont avoir les symptômes de maux de tête, qu'ils se rendent rapidement à l'hôpital et saisir les médecins, saisir les infirmiers pour que vraiment ce cas soit très isolé et que ça ne se répète plus. Pour faire respecter les décisions du gouvernement, des moyens de mobilité seront mis à la disposition des forces de défense et de sécurité pour la surveillance des frontières terrestres entre la Côte d'Ivoire et la Guinée. Et la transition est toute trouvée pour aborder le sujet à l'ordre du jour dans le cadre de ce Dimanche Magazine. En quoi consiste le plan de riposte mis en place par le gouvernement pour faire face à la menace Ebola? Et pour en parler, notre invité nous a rejoint sur ce plateau, le professeur Joseph Beignet-Bivreau, directeur général de l'INHP, l'Institut national d'hygiène publique. Merci professeur de nous avoir rejoints. Merci, M. Guivet. Alors, comme nous le disions à l'entame de cette édition, la Côte d'Ivoire a enregistré son premier cas de maladie à virus Ebola le 14 août dernier et la réaction des autorités ne s'est pas faite attendre. Il y a tout de suite eu des mesures qui ont été prises. Retour dans cet élément que vous allez suivre sur la déclaration du ministre de la Santé. C'est un coup de massue pour les autorités sanitaires ivoiriennes. En pleine crise sanitaire de la Covid-19, où le pays enregistre une recrudescence des cas positifs, un cas de virus Ebola vient d'être détecté sur une jeune fille de 18 ans en provenance de la Guinée. Il s'agit d'un cas isolé et importé. La patiente est actuellement en isolement et prise en charge au centre de traitement des maladies hautement épidémiques du CHU de Treichville. La bonne nouvelle, la Côte d'Ivoire dispose de vaccins contre Ebola. Et il procédera donc à la vaccination des groupes cibles, à savoir le personnel soignant qui sont en première ligne, les cas contacts qui étaient immédiatement en contact avec la patiente, les forces de sécurité qui sont à nos frontières. Une réunion interministérielle s'est tenue et des mesures ont été aussitôt arrêtées. La réactivation de la surveillance communautaire de la riposte à Ebola, la sensibilisation, prévention, diagnostic et prise en charge des cas contaminés, l'organisation donc du suivi de tous les cas contacts identifiés, la vaccination immédiate des groupes cibles, le respect des directives pour le diagnostic et la prise en charge des fièvres hémorragiques, la poursuite du strict respect des mesures barrières dictées contre la Covid qui reste valable pour la maladie Ebola, la collaboration frontalière intense avec la Guinée et la mise en œuvre des procédures standards de règlement sanitaire international. Fièvre, hémorragie, vomissement restent les symptômes principaux de la maladie à virus Ebola. Les populations sont invitées à garder leur sérénité. Un élément signé Salim Atoudia, notre reporter. Alors, professeur, quel est l'état de santé de la première patiente? Merci. Il faut dire que l'état de santé de la patiente est stable. Je peux dire qu'au jour d'aujourd'hui, on peut dire qu'elle est hors de danger, mais il faut rester prudent. Il faut bien la suivre jusqu'à ce qu'on la déclare officiellement guérie du point de vue biologique et du point de vue clinique. Alors, professeur, la Côte d'Ivoire est-elle aujourd'hui suffisamment outillée pour faire face à la menace Ebola? Oui, la Côte d'Ivoire est suffisamment outillée.
Nous n'avons qu'à faire le point de la situation depuis la déclaration de cette épidémie pour s'en convaincre. Vous avez constaté, et vous l'avez dit, le 12, cette patiente est arrivée à Abidjan. Elle a été prise en charge au niveau du CHU de Cocody. Elle a été hospitalisée. On l'a prélevée. Le 14, c'est-à-dire 2 jours, c'est-à-dire après le 13, le 14, elle a été déclarée positive. Et dès qu'elle a été déclarée positive, elle a été automatiquement prise en charge par le centre de traitement des maladies hautement épidémiques. Et après, le 15, les vaccins ont été commandés avec l'appui de l'Organisation mondiale de la santé. Les vaccins ont été commandés. Et le 16, les vaccins ont été administrés. Donc, ça vous dit que la Côte d'Ivoire a été très prompte. Et c'est le lieu de rendre hommage au gouvernement ivoirien qui a été très prompt. Et les partenaires même l'ont dit. Nous avons été prompts. Et cela a permis, en tout cas, de réagir dans les 24 heures qui ont suivi la déclaration du cas. Aujourd'hui, je peux vous dire même qu'aujourd'hui, la vaccination à l'intérieur du pays même a même commencé à Djokwe, à San Pedro également. Alors, rapidité d'exécution à saluer, mais de façon concrète, en quoi consiste ce plan de riposte et quelles sont ses grandes déclinaisons? Alors, c'est un plan de riposte qui repose sur plusieurs piliers, notamment le contrôle aux frontières. Et l'élément que vous avez passé tout à l'heure montre bien que ce contrôle aux frontières-là a été renforcé par Monsieur le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, M. Pierre Demba, qui s'est rendu sur les lieux à Ouaninou avec son homologue de la sécurité à cette date du 18 là. Et ils sont allés pour sensibiliser la population, pour sensibiliser également les autorités administratives et politiques et surtout pour donner les moyens aux autorités pour pouvoir renforcer ce contrôle au niveau des frontières. Et parlons justement de ce contrôle, je ne sais pas si vous avez l'information, une dizaine de personnes auraient été interpellées au niveau de la ville de Mans. Ils auraient tenté de contourner le dispositif sécuritaire. Vous en êtes informé? Oui, mais ça montre bien que les consignes qui ont été données par ces autorités, par nos autorités, commencent à être appliquées, ont été appliquées. Et il faut louer cela. Alors, est-ce que d'autres cas ont été identifiés depuis la survenue du premier cas? Oui, il y a eu, c'est plutôt des cas alertes. Des cas alertes. Des cas alertes, ça veut dire que pour quelqu'un qui présente une fièvre, qui présente une hémorragie, on nous alerte, mais il y a eu plus de peur que de mal. Et c'était des cas suspects qui ont été rapidement diagnostiqués négatifs. Donc, depuis ce seul cas qui est positif, qui est le cas d'Ebola, il n'y a plus d'autres cas, les autres cas étant des cas suspects qui sont des cas négatifs. Alors expliquez-nous, quelle est la stratégie mise en place par le gouvernement pour justement permettre d'identifier ces cas contacts, ces personnes qui auraient été en contact avec la patiente? Alors la stratégie, ça fait partie justement des piliers. Permettez-moi que je allez-y, je vous en prie. Alors il y a le contrôle aux frontières, c'est vraiment important. Ensuite, il y a la surveillance épidémiologique, aussi bien dans les établissements sanitaires que dans la communauté. Il y a également le renforcement du laboratoire et il y a le renforcement de la prise en charge. Aujourd'hui, nous avons un centre de traitement qui a été rénové, qui est au niveau du CHU de Tréchille. Nous avons aussi un autre au niveau des Mans. Donc, ça vous dit que c'est vraiment le plan qui est mis en œuvre. Mais en dehors de cela, il y a la sensibilisation, vous l'avez dit. Il y a également le suivi des contacts. Et cela est très important. Notre objectif, c'est d'identifier tous les contacts et de pouvoir les suivre. En les suivant, nous prenons leur température 2 fois par jour. Nous voyons leur état de santé. Et je peux vous rassurer que tout ce que nous avons suivi jusqu'ici, leur état de santé est bon. Mais est-ce qu'il est aisé pour vous de suivre ces cas contacts-là quand on tient compte, si on veut bien sûr tenir compte du mouvement des personnes, des mouvements qui s'opèrent de part et d'autre? Est-ce que vous avez justement toutes les cartes en main pour pouvoir définir leur itinéraire, leur mouvement? Est-ce que cela est possible? Cela est possible mais difficile. Et justement, c'est la difficulté à laquelle nous sommes confrontés. Et c'est pour cela que je voudrais m'adresser aux Ivoiriens pour dire à nos frères qui sont venus, qui sont arrivés ce 12 août en provenance de Ouaninou, qui sont venus de l'Abbé et qui sont passés par Ouaninou, où ils ont pris un car pour se rendre à Abidjan.
de se signaler aux autorités sanitaires, de se signaler aux responsables de leur communauté. Parce que si nous arrivons à les identifier le plus rapidement possible, nous allons les prendre en charge et nous allons les vacciner. Et si ces personnes-là sont vaccinées, ça nous permettra d'éviter la maladie. Donc c'est dans le sens c'est pour leur bien. Donc je les invite à vraiment se rendre dans les centres de santé et surtout à se signaler pour que nous puissions les identifier le plus rapidement possible. Alors ces cas contacts ont-ils été identifiés dans certaines zones bien précises du pays? Oui, il y a eu des cas contacts qui ont été bien identifiés. Au niveau d'Abidjan, par exemple, au niveau sanitaire, tous ceux au niveau du CHU de Cocody et au niveau d'une clinique de la place, une clinique privée, tous ceux qui ont soigné la personne ont été identifiés, ont été vaccinés, ont été isolés et sont suivis tous les jours. La personne qui a voyagé avec son époux, qui était sur place ici à Abidjan, a été également isolée, a été prise en charge et se porte bien. En plus de cela, il y a eu des passagers qui sont descendus en cours de route. Nous avons commencé à les identifier. Nous en avons trouvé à San Pedro. Nous en avons trouvé à Djokwe. Et toutes ces personnes sont vaccinées aujourd'hui. Tous les cas contacts, les contacts de ces cas-là ont été également identifiés et sont en train d'être vaccinés actuellement. Donc au niveau du CHU, nous avons vacciné tout le personnel de première ligne, le personnel de seconde ligne qui était en contact avec ceux qui étaient en contact avec elle. Ensuite, au niveau des structures et également au niveau des domiciles, nous avons également identifié les contacts qui ont été vaccinés. On peut donc dormir tranquille et ne s'inquiéter de rien. Le dispositif mis en place rassure? Le dispositif mis en place rassure. Il faut tout le temps et à tout moment être vigilant. On ne peut pas dormir. Si on doit dormir, il faut qu'on dorme d'un œil. Dormir d'un œil. Voilà, il faut qu'on soit vraiment vigilant. Alors comment faire la différence entre un patient qui souffre de la Covid-19 et un autre qui souffre de justement la maladie à virus Ebola? Alors la grande différence du point de vue clinique, d'abord du point de vue de la contamination, la transmission d'Ebola est essentiellement par le contact. Donc c'est une maladie contagieuse. La transmission au niveau du Covid-19 est une transmission aérienne. C'est vrai qu'elle a un autre pendant de contact. Alors, les signes, généralement la fièvre se retrouve dans les deux cas, mais au niveau d'Ebola, on a les signes digestifs, diarrhée, vomissement, qui sont des signes qui doivent vraiment alerter, mais surtout, à la phase d'état, on a les hémorragies. La personne peut saigner du nez, elle peut saigner de la bouche, elle peut saigner au niveau de l'anus. Ça, c'est vraiment les signes assez importants, surtout quand on arrive à la phase et ça peut conduire au décès. Ebola, le taux de létalité, c'est-à-dire le risque de mourir, c'est 50 à 80%. Donc, c'est vraiment important, c'est une maladie grave, mais c'est une maladie qu'on peut prévenir. Elle est d'ailleurs plus facile à prévenir que la Covid-19. La Covid-19, on connaît les mesures. Il y a les mesures barrières qu'on continue d'adopter. L'élément l'a dit tout à l'heure. Il faut continuer. Et au niveau des deux maladies, le diagnostic, c'est le laboratoire qui le fait. Et il convient également de faire certaines précisions parce que le vaccin pour la maladie à virus Ebola, je veux dire, ce n'est pas une vaccination pour les masses, c'est un vaccin qui est justement bien indiqué pour une cible bien définie, n'est-ce pas? Vous faites bien de le dire, c'est vraiment important. On voit souvent tout le monde, depuis qu'on a annoncé l'arrivée du vaccin, tout le monde veut se faire vacciner. C'est un vaccin qui s'adresse aux personnes exposées. Les sujets contacts de la personne malade et les contacts de ces personnes-là. C'est vraiment ciblé. Donc si on n'est pas exposé, on n'est pas concerné? Non, si on n'est pas exposé, on n'est pas concerné. Mais il faut qu'on prenne les dispositions, il faut qu'on respecte les mesures barrières, il faut se laver les mains régulièrement, il faut continuer à observer la distanciation. Et ça, c'est à ce fruit-là qu'on pourra lutter efficacement contre ces maladies. Est-ce qu'il existe des risques d'incompatibilité entre les deux vaccins? Je veux dire, pour des personnes qui ont déjà fait le vaccin contre la Covid-19 et pour celles, par exemple, le personnel soignant qui sera amené à faire un vaccin contre la maladie à virus Ebola, est-ce qu'il existe des risques d'incompatibilité?
Oui, je pense que pas véritablement d'incompatibilité, mais il faut dire que ces deux vaccins, qui sont des vaccins viraux, et qui nécessitent quand même qu'on observe 3 semaines entre les deux. Donc si une personne a été vaccinée contre la Covid-19, c'est mieux qu'elle observe 3 semaines. Mais nous sommes dans une situation d'urgence et ça se règle au cas par cas. Alors il faut apprécier le bénéfice-risque et il faut donner la priorité aux bénéfices. Alors professeur, nous sommes pratiquement au terme de notre entretien. Ces cas contacts dont vous avez parlé, s'ils désirent se faire identifier, est-ce qu'ils disposent de numéros verts qu'ils pourraient joindre éventuellement, rapidement? Oui, il y a le numéro 143 et il y a aussi le 101. Ils peuvent appeler discrètement, on peut aller vers elles et on peut vraiment les prendre en charge. Et votre dernier mot, certainement, s'adresse aux populations? Oui, la population, je tiens à rassurer la population. C'est vrai que c'est une situation qui est préoccupante, mais ce n'est pas une situation devant laquelle on doit perdre le calme. Il ne faut surtout pas céder à la panique. Donc la situation, pour l'instant, elle est sous contrôle, mais nous sommes prudents. Ensuite, m'adresser à ces personnes qui ont voyagé avec ce cas du 12 août et leur demander humblement, vraiment discrètement, de se signaler pour qu'on les prenne en charge et surtout qu'on les vaccine. C'est à ce seul prix-là qu'on pourra lutter efficacement contre la maladie à virus Ebola et également contre la Covid-19 qui nous permettra d'avoir un pays qui est vraiment sain, qui est vraiment sauvé de toutes ces deux maladies. Et votre message a bien été relayé, entendu. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Je rappelle juste avant de rendre l'antenne que nous recevions ce 13h notre invité de ce dimanche, le professeur Joseph Beignet-Bivreau, directeur général de l'INHP, l'Institut national d'hygiène publique, avec qui nous avons parlé du plan de riposte engagé par la Côte d'Ivoire pour faire face à la menace Ebola. Merci de nous avoir suivis. Dieu garde la Côte d'Ivoire.